Pour des raisons soit extrêmement chanceuses, soit extrêmement suspectes, il ne s'y trouvait pas lorsque les bombes ont frappé. À Téhéran, la réaction initiale du public a été une colère maîtrisée. Khamenei a publié une déclaration promettant vengeance. Le CGRI a publié des hommages à Nasrallah. La machine du deuil officiel s'est mise en marche avec l'efficacité d'une organisation qui l'avait fait assez souvent pour que ça devienne une routine. Mais au sein de l'appareil de sécurité interne du CGRI, la division chargée de protéger l'organisation contre les infiltrations étrangères, la réaction aux événements de Dahieh n'était pas le chagrin, c'était un calcul. Un calcul qui a commencé par un seul élément d'information profondément dérangeant. Haniyeh avait été tué dans une maison d'hôtes sécurisée à Téhéran par un dispositif nécessitant un accès interne. Maintenant, Nasrallah avait été tué lors d'une réunion qui, selon tous les protocoles de sécurité appliqués par le Hezbollah, aurait dû être connue d'un nombre absolument minimum de personnes. Et le seul haut responsable iranien qui se trouvait à proximité de cette réunion, le commandant de la force Quds, l'homme qui avait un accès direct aux communications les plus sensibles du Hezbollah, s'en était sorti sans une égratignure. Encore une fois. Le mot « coïncidence » était toujours utilisé au siège du CGRI, mais il était désormais utilisé avec précaution, avec cette désinvolture délibérée et presque forcée que les gens utilisent lorsqu'ils s'efforcent de ne pas prononcer le mot qui est en fait au centre de toutes les conversations. Une évasion impossible est un miracle. 2 évasions impossibles, séparées par 6 semaines, liées par le même ennemi, impliquant les 2 plus hauts responsables de l'axe de la résistance, ne sont plus un miracle. C'est une question. Et au sein de la division du contre-espionnage du CGRI, cette question avait déjà été posée. Le problème, c'est que la poser à propos d'Esmail Qani, l'homme que Khamenei avait lui-même nommé, le général qui répondait directement au guide suprême, n'était pas juste un exercice d'analyse. C'était un acte qui demandait l'autorisation des plus hautes sphères. Pendant des semaines, personne n'a donné son accord. La question est restée en suspens, sans être abordée, en attente. Elle n'allait pas devoir attendre beaucoup plus longtemps. En octobre 2024, l'axe de la résistance n'était pas simplement en train de s'affaiblir, il s'effondrait, et ce à une vitesse sans précédent dans les 45 ans d'histoire de la République islamique. Le 16 octobre 2024, Yahya Sinwar a été tué dans la bande de Gaza. Le commandant militaire du Hamas, l'homme qui avait personnellement planifié et autorisé les attaques du 7 octobre 2023, a été retrouvé et éliminé par les forces terrestres israéliennes dans le quartier de Tal al-Sultan à Rafah. Sa mort a fait disparaître le dernier dirigeant militaire efficace de l'organisation que l'Iran avait passé des décennies à armer et à financer. Gaza, que Téhéran avait présenté au monde comme la preuve que sa stratégie de procuration fonctionnait, était réduite en ruines. Le front avait disparu. Puis, le 8 décembre 2024, le gouvernement de Bachar al-Assad s'est effondré en Syrie. Les forces rebelles, avançant à une vitesse qui a stupéfié tous les services de renseignement régionaux, ont atteint Damas en quelques jours. Assad s'est enfui à Moscou. Le régime que l'Iran et la force Quds avaient passé des années et des milliards de dollars à maintenir en vie, le régime dont la survie était essentielle au corridor terrestre reliant Téhéran à la Méditerranée, corridor par lequel les armes avaient atteint le Hezbollah pendant des années, avait disparu du jour au lendemain. Le corridor terrestre était coupé. La géographie stratégique que Soleimani avait mis des décennies à construire avait cessé d'exister en une seule semaine. En 5 mois, de juillet à décembre 2024, l'Iran a perdu Haniyeh, Nasrallah, Sinwar et Assad. Les 4 piliers de l'axe de la résistance ont été démantelés les uns après les autres, chacun tombant plus vite que le précédent. À Téhéran, la question qui occupait toutes les conversations privées au sein de la direction du CGRI était celle à laquelle personne ne voulait répondre publiquement. Comment cela avait-il pu se produire si vite? Comment Israël avait-il pu agir avec une telle précision, une telle certitude quant à l'endroit et au moment où frapper? Où étaient les fuites? Esmail Qani comprenait cette question mieux que presque tout le monde. Il était le seul haut responsable du système iranien à avoir été physiquement présent près des événements de Beyrouth et à s'en être sorti indemne. Aucune enquête officielle n'avait été autorisée. Son nom n'apparaissait dans aucune enquête officielle. Mais au sein de la division du contre-espionnage du CGRI, le dossier sur ses déplacements en septembre n'avait pas été clos. Il était là, il attendait. Puis, à l'été 2025, un événement est venu mettre fin à cette attente. En juin 2025, les médias d'État iraniens et plusieurs médias régionaux ont rapporté que Qani avait été tué lors d'une frappe israélienne. La nouvelle s'est rapidement répandue, reprise par les agences de presse internationales
et répétée par les analystes qui suivaient l'élimination systématique des hauts dirigeants iraniens. Pendant plusieurs heures, elle a tenu bon. Puis, discrètement, les responsables iraniens l'ont contredite. Kahani était vivant. Il se trouvait près du lieu visé, suffisamment près pour que la confusion initiale soit compréhensible, mais il était, une fois de plus, déjà parti avant que la frappe ne touche sa cible. Cette correction a provoqué à Téhéran une réaction qui, à bien des égards, a été plus dommageable que ne l'aurait été la confirmation de sa mort. Une mort confirmée met fin aux questions. Ce qui s'est passé en juin 2025 les a multipliées. Car cette correction signifiait que Kahani s'était trouvé, pour la deuxième fois, à proximité d'une zone de frappe israélienne, et qu'il était parti juste avant l'impact. Cette fois-ci, contrairement à Beyrouth, il n'y a pas eu de réunion militaire urgente pour expliquer sa présence. Il n'y avait aucune raison opérationnelle évidente pour que le commandant de la force Quds se trouve à cet endroit précis, à ce moment précis, si ce n'est que quelqu'un de l'autre côté savait apparemment qu'il serait là, ou bien que quelqu'un l'avait prévenu à temps pour qu'il puisse partir. Au sein du CGRI, ces deux explications allaient dans des directions complètement opposées. Si Israël avait visé Kahani et l'avait manqué, il s'agissait d'une attaque hostile. C'était compréhensible. Mais si Kahani avait été prévenu, si quelqu'un lui avait fait part à l'avance d'une frappe imminente, information qui ne pouvait provenir que d'un accès à des plans opérationnels classifiés israéliens ou américains, alors la question ne concernait pas du tout une attaque israélienne. Il s'agissait d'une infiltration iranienne au plus haut niveau possible. La division de contre-espionnage et de protection du CGRI, le Sazman et Hefazat et Telat et Sepa, l'organisme chargé de protéger le corps contre ce genre de menaces internes, a commencé son enquête interne officielle dans les semaines qui ont suivi l'incident de juin. Initialement présentée comme un audit de sécurité générale plutôt qu'une enquête ciblée, l'enquête posait des questions directes. Qui connaissait le lieu de la réunion de Nasrallah à Dahieh? Qui connaissait les déplacements des hauts commandants de la force Quds avant l'attaque de juin? Quelles informations avaient transité par quels canaux et qui avait accès à ces canaux? Les réponses renvoyaient toujours vers le même niveau de l'organisation. Pas vers un individu en particulier, pas encore, mais vers la strate opérationnelle de la force Quds qui avait le plus large accès aux informations les plus sensibles sur les déplacements et les emplacements de l'ensemble du commandement militaire iranien. La strate où Kahani occupait le sommet. Ce qui a donné à l'enquête sa dimension la plus explosive, c'est une tendance que les enquêteurs hésitaient à mettre sur papier, mais qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Lorsque les analystes ont cartographié toutes les frappes israéliennes majeures contre la force Quds et les cibles de l'axe de la résistance au cours des 18 derniers mois, l'opération Pager, Dahieh, l'incident de juin et une série d'assassinats ciblés contre des officiers de niveau intermédiaire de la force Quds en Syrie et en Irak, un seul fil conducteur les reliait toutes. Chaque opération avait frappé des cibles au sein du réseau géré directement par la force Quds. Chaque opération avait nécessité des renseignements précis et en temps réel sur la localisation des cibles. Et dans tous les cas où Kahani se trouvait à proximité, il n'était pas présent au moment de l'impact. La division du contre-espionnage a terminé son évaluation préliminaire à la fin de l'automne 2025. Le document ne désignait pas Kahani comme un agent étranger. Le contre-espionnage iranien ne consigne pas de conclusion de cette ampleur sur papier, sans preuve autre que l'analyse de schémas. Mais il le désignait officiellement comme une personne présentant un intérêt significatif pour le contre-espionnage et recommandait que ses déplacements, ses communications et son accès à des plans classifiés soient immédiatement placés sous surveillance secrète. La recommandation a été approuvée. L'homme que l'Iran avait qualifié d'héritier de Soleimani, le général qui avait survécu à toutes les frappes et qui avait passé 15 ans à construire le réseau de relations le plus sensible de Téhéran, de l'Afghanistan au Liban, était désormais surveillé par son propre camp. Avec la patience particulière d'un service de renseignement qui avait appris, à partir d'une expérience très récente et très douloureuse, que les secrets les plus dangereux sont ceux qui se trouvent déjà dans la pièce depuis des années. Téhéran ne se demandait plus si Kahani avait de la chance. Il se demandait qui lui avait dit quand partir. Et il était maintenant plus proche d'une réponse que quiconque au sein du CGRI n'avait encore été prêt à dire à voix haute. La surveillance d'Esmail Kahani a commencé dans les dernières semaines de l'année 2025. Elle était secrète. Il n'en savait rien. Du moins, c'est ce que voulait la division de sécurité interne du CGRI. Ses communications étaient surveillées par des canaux dont il ignorait qu'ils avaient été compromis. Ses déplacements étaient enregistrés. Ses réunions étaient suivies et recoupées avec les déplacements d'autres hauts responsables. Les officiers chargés de cette mission comprenaient que ce qu'ils faisaient n'était pas simplement une enquête sur un général. C'était un test de l'ensemble du système.
Car si le commandant de la force Quds travaillait pour l'ennemi, alors l'ennemi n'avait pas seulement infiltré l'armée iranienne. Il avait infiltré la salle où toutes les décisions concernant les opérations extérieures de l'Iran avaient été prises au cours des 5 dernières années. Toutes les relations par procuration, tous les transferts d'armes, toutes les opérations secrètes de Beyrouth à Bagdad, en passant par Sanaa. Les implications d'une telle possibilité étaient si importantes que personne au sein du CGRI n'avait encore osé les mettre par écrit. La surveillance n'a donné lieu à aucun aveu. Aucune preuve directe de contact avec un service de renseignement étranger n'a été trouvée. Ce qu'elle a révélé, c'est une tendance. Les déplacements de Kahani au cours des semaines précédant le 28 février étaient particulièrement irréguliers. Il a décliné certaines réunions sans explication. Il a modifié son emploi du temps à plusieurs reprises à la dernière minute. Et le matin du 28 février, il était présent dans le complexe de la rue Pasteur, où il assistait au sommet du Ramadan, où Khamenei avait réuni tous ses hauts responsables militaires dans une même pièce, selon les témoignages cités par les correspondants des services de renseignement régionaux dans les jours qui ont suivi la frappe. Puis il est parti. Le délai exact entre le départ de Kahani et le premier impact du missile n'a pas été officiellement confirmé par aucune source gouvernementale iranienne. Les témoignages de personnes au courant de l'enquête interne situent ce délai entre 8 et 15 minutes, pas 1 heure. Il ne s'agissait pas non plus d'un départ prévu et enregistré la veille au soir. Il s'agissait d'un départ précipité, spécialement signalé par le personnel de sécurité en service à l'entrée du complexe, qui l'a conduit à l'extérieur du bâtiment dans les dernières minutes, avant que le ciel au-dessus de Téhéran ne devienne quelque chose que personne dans cette ville n'avait jamais vu auparavant. Des missiles de croisière américains provenant de groupes aéronavals dans la mer d'Oman et la Méditerranée orientale ont frappé des installations de défense aérienne iraniennes à travers le pays. Des chasseurs furtifs F-35I ont pénétré dans l'espace aérien iranien. 2 bombardiers B-2 Spirit, en vol depuis la base aérienne de Whiteman dans le Missouri depuis plus de 12 heures, ont foncé vers les infrastructures nucléaires iraniennes à Natanz, Fordo et Ispahan. L'opération combinée, appelée Opération Epic Fury par les Américains et Opération Roaring Lion par les Israéliens, a frappé plus de 2900 cibles en une seule fois. 30 munitions lourdes de précision ont touché le complexe en surface de la rue Pasteur. L'effondrement a été total. Khamenei, ses commandants supérieurs, tous les membres de son Conseil de sécurité nationale, morts. Les architectes de 30 ans de guerre par procuration ont disparu en 60 minutes. Esmail Kahani n'était pas parmi eux. Dans les heures qui ont suivi la frappe, la République islamique a cessé de fonctionner comme une structure de commandement cohérente. Le guide suprême était mort. Les généraux les plus hauts gradés du CGRI étaient morts. Il ne restait plus qu'un groupe de fonctionnaires de niveau intermédiaire qui essayaient de comprendre qui, le cas échéant, était désormais aux commandes. La réaction au sein de l'appareil de sécurité du CGRI à la survie de Kahani n'était pas le soulagement. La division du contre-espionnage le surveillait. Ils savaient qu'il était dans le bâtiment ce matin-là, et ils l'ont vu sortir, quelques minutes avant l'attaque qui a tué tous ceux qu'il avait laissés derrière lui. Selon des informations non confirmées provenant de plusieurs correspondants régionaux, Kahani aurait été placé en détention quelques heures plus tard. Aucune accusation, aucune annonce. Il a simplement disparu, au moment même où tous les autres responsables survivants se bousculaient pour se faire remarquer dans le chaos post-Khamenei. Les Iraniens avaient déjà connu ce genre de situation. Pas avec quelqu'un d'aussi haut placé que Kahani, mais avec le même schéma.